Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Quelle première leçon peut-on déjà tirer après l'arrestation du tireur présumé Abdelhakim Dekar? L'appel à témoins, la course contre la montre, le travail de la brigade criminelle, l'analyse ADN, retour sur toutes les étapes qui ont marqué cette traque. La journée a été chargée sur le front social avec la mobilisation des agriculteurs franciliens, mais aussi celle des salariés de la Redoute qui ont manifesté à Paris pour défendre leurs emplois. Nous ferons le point sur l'ensemble de ces revendications sociales qui traversent la France avec notre invité ce soir, Axel Kahn. Et puis l'image du jour, c'est celle de l'actuel président Hollande et de l'ex-chef de l'État Jacques Chirac. Les deux hommes ont assisté ce matin à la cérémonie de remise du prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits au musée du Quai Branly à Paris. Très applaudi, l'ancien président est apparu affaibli aux côtés de son épouse Bernadette Chirac. Minute de silence à travers le pays, cérémonie à Dallas où les cloches de la ville sonneront le glas. Les États-Unis commémorent demain la mort de John Fitzgerald Kennedy, assassiné il y a 50 ans et toujours au panthéon des présidents américains. Les préparatifs des cérémonies dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. L'enquête se concentre désormais sur les motivations du tireur présumé. Abdelhakim Dekar, déjà condamné en 1998, est actuellement entendu. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Tous les détails avec Camilla Campuzano. À peine quelques heures d'audition à la brigade criminelle et déjà de retour à l'hôpital. Le tireur présumé Abdelhakim Dekar serait instable. Il pourrait tout de même être encore interrogé dans une salle médicalisée. Un interrogatoire pour déterminer ses motivations. Début d'explication dans une des deux lettres retrouvées par les enquêteurs. Le tireur présumé évoque de manière plutôt confuse un complot fasciste. Il accuse, je cite, entre guillemets, je cite, les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère. Un profil énigmatique déjà décelé lors de l'affaire Rémaupin en 1994. Abdelhakim Dekar a fourni le fusil au tueur de nations. À l'époque, il était proche des mouvances anarchistes, mais depuis 15 ans, plus d'une trace de lui. C'est l'homme qui l'hébergeait qu'il a reconnu sur les images diffusées dans les médias, une technique choisie par le préfet de police et le ministre de l'Intérieur. Cela facilite le travail, à la fois par la mobilisation des citoyens, bien sûr, mais aussi par l'impact que cette photo peut avoir sur l'entourage de l'individu. Et c'est ça qui incontestablement a fonctionné. En 3 jours, cette personne a été arrêtée depuis ce qui s'était passé à Libération. Abdelhakim Dekar est toujours en garde à vue alors que les enquêteurs cherchent encore des preuves matérielles. L'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. Et les motivations du tireur présumé restent à éclaircir. Toutefois, l'homme a rédigé 2 lettres aujourd'hui en possession de la police pour expliquer en partie ses actes. Selon le procureur de Paris, François Molins, ces écrits constituent, je cite, une base intéressante, même si cela reste très confus, mêlant une attaque contre le capitalisme, la gestion des banlieues et les médias. On voit tout cela avec Sophie Normand. Lundi matin, dans le hall du quotidien Libération, un homme armé d'un fusil à pompe ouvre le feu avant de prendre la fuite. Il a tiré une fois ou plusieurs fois. Il a blessé un assistant photographe qui est grièvement blessé, qui est à la Pitié-Salpêtrière. Les faits interviennent 3 jours après l'irruption d'un homme armé dans les locaux de BFM. Les cartouches utilisées se révéleront être identiques. La chasse à l'homme est lancée. Moins de 2 heures plus tard, dans le quartier de la Défense devant la Société Générale, une deuxième fusillade éclate. Pas de blessés, mais le tireur prend en otage un automobiliste pour se rendre sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre sont sur les dents. La police se déploie dans toute la capitale. Les enquêteurs décident de rendre publiques les images de vidéosurveillance et lancent un appel à témoins. La piste d'un auteur unique est privilégiée et pourra donner lieu, le moment venu, à un regroupement des procédures si ce rapprochement est complètement avéré dans les procédures d'enquête suivies. Dès le lendemain mardi, les enquêteurs disposent de nombreux éléments. Ils ont reçu près de 400 appels, mais le suspect leur échappe toujours. Une nouvelle photo est diffusée. Il faut attendre mercredi 19h pour que l'enquête s'accélère.
Un suspect est arrêté dans un parking de Bois-Colombes en région parisienne grâce au témoignage de la personne qui l'hébergeait. Retrouvé semi-conscient dans sa voiture, sans doute à la suite de prise de médicaments, il est conduit à l'hôpital dans le cadre d'une garde à vue médicalisée. Les résultats des tests ADN révéleront dans la nuit qu'il s'agit bien d'Abdelhakim Dekar, le dénommé tireur fou, mettant fin à la traque. La suite du 22h avec nos invités à présent. Pierre-Antoine Maillefait, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes ancien commissaire divisionnaire. Avec nous également Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane, Bonsoir, politologue et professeur à Sciences Po. Et en notre compagnie ce soir, le généticien Axel Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons en détail tout à l'heure des revendications sociales en France, de votre regard sur le pays que vous avez traversé et de votre livre « L'homme, le libéralisme et le bien commun » tout à l'heure. Donc, mais d'abord, on va s'arrêter ce soir sur les premières leçons déjà depuis l'arrestation du tireur présumé Abdelhakim Dekar. Est-ce qu'on peut dire que l'élément central déterminant pour la fin de cette traque a été l'appel à témoins? C'est le déclic qui a permis justement de l'encercler, de le retrouver? Absolument. Si vous voulez, s'il n'y avait pas eu l'appel à témoins, il eût été beaucoup plus difficile de cerner le profil de la personne. Il eût été beaucoup plus long, surtout, d'arriver à l'identifier. Donc cet appel à témoins a été vraiment déterminant. Surtout qu'il s'est appuyé sur une photographie issue de la vidéosurveillance et que cette photographie a permis, parce que c'est quand même cela qui a permis, de vraiment l'identifier et de pouvoir ensuite procéder à son interpellation. Et comme je vous le disais l'autre soir, heureusement, on a réussi à le prendre vivant. Oui. Est-ce que, plus largement, c'est un cocktail, j'allais dire, oui, une addition qui a fonctionné, l'appel à témoins, la vidéosurveillance, je crois qu'il y a eu plus de 160 heures d'images visionnées, la mobilisation structurelle de la brigade criminelle, plus de 200 hommes et femmes à temps plein? Absolument. Si vous voulez, une enquête de ce genre, où il y a tout de même la nécessité d'aboutir relativement rapidement, et il faut quand même reconnaître que là, l'arrestation s'est faite assez rapidement. C'est un moment où il faut mobiliser tous les moyens disponibles, que ce soit ceux issus de la vidéo, l'appel à témoins qui reste tout de même quelque chose à utiliser avec précaution. Vous dites attention, parce qu'on peut penser avec cette affaire qu'il y aura un avant et un après quand même. Ça a été un accélérateur important. C'est un accélérateur, mais bon, il ne faut pas utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche. Hein. Là, il y avait justification à ce que l'on fasse l'appel à témoins. Et puis, je rappelle, c'est le procureur de la République qui a décidé l'appel à témoins en tant que directeur d'enquête. Mais on ne peut pas faire systématiquement des appels à témoins. D'une part, parce qu'on n'a pas le matériel pour. Hein, là, il y avait tout de même une photographie, ce qui est tout de même très facilitant pour arriver à identifier quelqu'un, mais également en sus donc de l'appel à témoins, de la photographie issue de la vidéosurveillance, il y a tout le travail d'enquête, de reconstitution, qui va se poursuivre pendant tout le temps de la garde à vue maintenant, puisque là, je viens d'apprendre que la garde à vue était prolongée, ce qui était logique. Attendu, bien sûr. Voilà, et donc pendant ces 48 heures, la brigade criminelle va reconstituer tout le cheminement. Elle va faire ce que l'on appelle, dans notre langage, fermer les portes en procédure, de telle façon que lors de la phase de jugement, lors de l'instruction et de la phase de jugement ensuite, la personne qui a été interpellée ne puisse pas nier, puisqu'il y aura des éléments matériels qui auront corroboré sa présence on va revenir sur son profil, mais Pierre-Antoine Maillefait, vous avez dit tout à l'heure que ça s'est fait assez rapidement, parce que la notion du temps n'est pas la même pour les médias, pour la police et encore moins pour la justice. Est-ce que vous dites que 5 jours, si je compte à partir de vendredi, où l'homme s'était introduit dans le hall de BFM TV, 5 jours de traque, c'est court, c'est rapide pour mettre la main sur un homme isolé? Oui, surtout en région parisienne, vous avez quand même 10 millions d'habitants dans Paris. Enfin, Paris région. Arriver à identifier aussi rapidement quelqu'un en 5 jours, c'est tout de même un exploit. Il y a aussi un élément, c'est l'évolution des médias qui a changé la donne. Le temps médiatique s'est accéléré et la traque, elle est vécue en direct sur les chaînes d'information en continu, comme ce qui se passe aux États-Unis. La peur fait irruption au salon, chez soi, dans le bureau. On voit le film violent de la réalité sous nos yeux défiler. Absolument. Mais c'est là où il faut éviter de céder à l'urgence. L'urgence, prendre une décision dans l'urgence, c'est courir le risque assez souvent de se tromper. Donc il faut garder la tête froide et savoir bien identifier les pistes qui correspondent à quelque chose d'à peu près probable, creuser les pistes et arriver ensuite au bon résultat.
Il y a le résultat, il y a aussi un aspect qu'on ne peut pas occulter, qui est un aspect politique, évidemment. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui était très présent ont salué le travail de la police. Stéphane Rosès, c'est un succès et ça aurait pu être un piège, cette affaire, un piège politique si la traque était encore plus longue. Oui, vous avez déjà donné beaucoup d'ingrédients de cette affaire, mais elle a été tout à fait révélatrice. Il y a finalement un quatuor, il y a l'opinion, le public, les médias, l'enquête, police-justice, et le politique. Et vous l'avez dit, vous avez utilisé le terme de médias en continu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un blessé grave, il y a une affaire tout à fait étonnante que ce criminel, ce tueur, présumément arrêté, et tout ça tourne en boucle, ça crée de l'émotion, et l'émotion, c'est on se retrouve autour d'une inquiétude latente contre un criminel. Et donc c'est une autre façon de dire, comme d'autres grands événements, des événements politiques ou une équipe de football qui gagne, que ce pays a besoin de se rassembler. Mais là, il se rassemble sur une émotion contre un criminel. Et donc du coup, effectivement, le temps est quelque chose de très différent. Et en même temps, l'appel à témoins a pu fonctionner parce qu'on imagine que tout le monde a forcément vu les photos de cet homme au travers des médias. Et donc tout ça, ça fait quelque chose de serré que le politique, évidemment, comme toujours, comme les précédents ministres de l'Intérieur ou gouvernants, récupèrent. Ils n'en font pas trop, mais c'est une façon de dire la société est quand même suffisamment en état de marche pour mettre de côté des criminels solitaires et dangereux. Axel Kahn, quel était votre regard sur cette affaire en cours actuellement, parce que l'enquête évidemment se poursuit? Je n'ai pas fait partie des citoyens vraiment inquiets. Je ne me suis pas personnellement passionné par cette affaire. D'abord parce que lorsque j'ai vu le portrait, qui n'était pas un portrait robot, mais une photographie de bonne qualité, je n'ai jamais douté qu'il serait pris rapidement. Il est rare comme cela d'avoir de face l'homme recherché, le tireur. Et donc j'étais pas trop incertain quant à la possibilité de le mettre, comme l'on dit, hors d'état de nuire très rapidement. Donc ça m'a intéressé, mais pas bouleversé ni passionné. Pierre-Antoine Mailfait, on a parlé de la pression médiatique, il y a aussi et surtout la pression politique, parce que le ministre de l'Intérieur, il a été omniprésent, il était partout, convoquant une conférence de presse à 1h39 du matin. Cette pression, elle compte aussi, j'imagine qu'elle a un impact sur les hommes et les femmes sur le terrain qui ont été mobilisés. On a un petit peu l'habitude de cette pression dans les affaires importantes, et Christian Flech, qui est le directeur de la police judiciaire parisienne, sait comment traiter cette pression politique. Ça fait partie du travail des commissaires de police d'arriver à traduire la pression politique en termes organisationnels et structurels pour les équipes que l'on a à diriger, à prendre sur soi cette pression politique et surtout à éviter de la retraduire d'une façon trop forte vis-à-vis des équipes. Oui, Stéphane ? Non, mais on imagine, moi je suis frappé que même dans le cinéma d'entre-deux-guerres, on voit des ministres, avant même évidemment du coup les chaînes d'information, on voit dans les romans policiers, dans les films, cette pression du ministre qui dit aux grands flics, bon, alors l'opinion est inquiète parce qu'on voit à l'époque les unes. Donc on imagine que sur le régalien, sur la question face à ce type de criminalité, les politiques surinvestissent effectivement les choses. Et donc attendent des résultats. En domaine économique et social, les politiques ont tendance à dire c'est pas nous, c'est l'extérieur, tout est compliqué. Mais là, la pression est d'autant plus forte qu'en matière régalienne de lutte contre la criminalité, l'opinion ne comprendrait pas. L'idée de l'opinion, c'est si on veut, on peut. Alors qu'en matière économique, on explique que tout est complexe parce que notre économie est ouverte. Et donc, en un mot, la pression est d'autant plus forte sur vos types de métiers, monsieur, ou de vocations, c'est-à-dire le régalien, que sur les questions économiques et sociales qui sont très importantes, les politiques diraient leurs difficultés ou leur impuissance. Et la pression a porté ses fruits, puisque... oui, je vous laisse répondre, le tireur présumé a été arrêté. Je rejoins ce que dit M. Rosès. Il faut bien voir aussi une chose, que dans nos métiers, c'est l'affect qui intervient beaucoup. Or, en politique, c'est pas, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'affect qui est très important et qui se manifeste d'une façon extrêmement sensible.
Oui, pardon. J'allais revenir pour terminer d'ailleurs sur le profil de l'individu. Évidemment, là, il est en garde à vue prolongée à l'hôpital. Il est entendu. Vous, déjà, nous étions parlé en direct dans ce journal et vous étiez très, très méfiant. Est-ce que là, vous pouvez un peu plus cerner un petit peu ce profil ? Je vais essayer, mais je pense que le professeur Kahn sera nettement plus qualifié que moi. J'allais poser la question après. Bon, je pense que ce que je vous avais dit, je pense que c'était un monomaniaque. Bon, il s'avère que c'est quelqu'un d'un peu délirant. Il semble qu'il soit un peu confus, au sens psychiatrique du terme. Voilà, maintenant il va falloir voir quel a été, le plus intéressant, de voir quel a été l'élément déclencheur. Parce qu'il a été condamné il y a déjà quand même quelques années. On l'a rappelé, oui. Pourquoi est-il passé à l'acte? Pourquoi a-t-il eu ce raptus tout d'un coup, actuellement? Alors là, ça c'est l'enquête. Et je pense, le travail que vont faire les psychiatres sur lui, qui vont permettre de déterminer pourquoi est-il passé à l'acte. Axel Kahn, je m'adresse au professeur, même si c'est compliqué. Donc on a dit monomaniaque, délirant, mais toutefois rationnel, puisqu'il y a eu des lettres, même si elles sont confuses, il y a quelques revendications. Comment vous, un petit peu de loin, comme ça, vous appréhendez ce profil ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste tout de même de ce type de pathologie. Il n'empêche qu'il y a des éléments qui sont assez évidents. Premièrement, il est déjà connu. Il a des obsessions. Il a des obsessions et il cultive également un syndrome de persécution. Il connaît ses ennemis. Cela fait 4 ans, 5 ans qu'il les poursuit, qu'il les dénonce de la même manière. Dans ces cas-là, il y a régulièrement des phases d'extrême agitation avec un facteur déclenchant. Parfois, on trouvera quel est le facteur déclenchant qui est la raison immédiate, en tout cas, du passage à l'acte, mais sur un fond qui n'a pas beaucoup changé. Parce que le délire de ces lettres dont j'ai pris connaissance avant de venir, ou bien ce qu'il disait déjà du temps de Florence Ray et de Maupin, c'est du même acabit, du même ordre. Donc voilà, un homme, effectivement, ayant un adversaire absolu, il n'en change pas, il le poursuit de sa haine, il pense que la France est persécutée par lui, et puis il y a des phases d'excitation, et peut-être effectivement des phases relativement plus calmes. Et c'est tout cela qu'il va falloir identifier à présent. Absolument. Merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine Melfet d'avoir été notre invité ce soir. Oui. Merci. La suite du 22h avec à présent la mobilisation des agriculteurs en Ile-de-France. Entachée par un accident mortel, cette mobilisation a bloqué plusieurs axes routiers conduisant à Paris ce jeudi matin. Les revendications étaient variées entre l'écotaxe, les charges sociales et la réforme de la PAC. Sur ce sujet, sans céder un pouce de terrain, bien le ministre de l'Agriculture a annoncé une concertation sur la redistribution des aides européennes aux céréaliers. On va en parler dans un instant avec vous, messieurs, pour parler surtout de la revendication, de ces différentes revendications en France. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Pauline Dame. Regardez. Ce matin, plus aucune voiture ne passe sur la Nationale 12 à l'ouest de Paris. Des tracteurs et des camions, la seule arme de ces agriculteurs qui protestent contre la future répartition des aides européennes. Moins d'aides aux céréaliers, plus aux éleveurs. C'est le résultat de la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Aujourd'hui, 75% du budget de la PAC est dédié aux aides directes aux agriculteurs. Les 25% restants sont alloués au second pilier, le Fonds de développement rural. Jusqu'à présent, les céréaliers étaient les premiers bénéficiaires de ces aides directes. Mais avec le nouveau budget 2014-2020, ils vont voir leurs subventions diminuer au profit des petites exploitations, comme celle des éleveurs. Certains céréaliers craignent de ne plus avoir assez de revenus pour faire vivre leur famille. Et aujourd'hui, avec la surprime, sur mon exploitation, je vais perdre à peu près 30 à 40% des aides compensatoires qui nous sont données par l'Europe. On est en train de se dire que de toute façon, on n'arrivera pas à joindre les deux bouts. Moins d'aides compensatoires, des prix qui commencent à s'effriter. Il est clair qu'aujourd'hui, les échéances qu'on va avoir en fin d'année, on n'arrivera pas à les payer. Stéphane Le Foll reste intransigeant sur sa réforme. Petite concession, il a annoncé aujourd'hui l'ouverture de concertations avec les céréaliers. Alors, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi les salariés de la Redoute, mobilisés à Paris, également aujourd'hui, etc., etc. Axel Kahn, quel est votre regard, votre analyse sur cette France des revendications qui se multiplient, un pays que vous avez traversé et que vous avez regardé au fond des yeux? Alors tout d'abord, j'ai perçu effectivement le terrain sur lequel tout cela survient. Je l'ai même décrit par un mot qui est le terme de sécession. C'est-à-dire que j'ai vu des populations, je précise, en passant avant tout par les petites cités et par les campagnes, par les villages. Je ne suis pas passé par les grandes villes ou extrêmement peu.
Des gens qui considèrent que nous sommes dans un déclin continu, que déjà le présent c'est épouvantable par rapport au passé et que l'on nous conduit vers un avenir encore bien plus difficile, hein, bien pire. Et ce qui est très singulier, c'est que je n'ai pas trouvé durant tout mon parcours une seule personne parmi celles avec qui je me suis entretenu à trouver des côtés positifs à l'avenir qu'il voyait, aux mesures qui étaient prises, à ce qu'apporte réellement la modernité. Et quand je parle de sécession, c'est sécession par rapport à un discours rationnel, politique ordinaire, enraciné dans l'analyse des choses. Alors, simplement un point par rapport à ce qu'a dit Stéphane Rosès tout à l'heure, parce qu'on peut faire tout à fait la connexion entre les deux. Effectivement, les politiques réagissent. Ils réagissent à un délit, à l'émotion de la population face à un tueur, à un danger public. Ça va de soi. L'énorme difficulté, c'est qu'effectivement, les politiques ont pris l'habitude de réagir, bien évidemment ça fait partie de leur job, ils agissent beaucoup moins. Et une des causes que j'ai perçues, c'est mon analyse en tout cas, de cette sécession par rapport à un discours rationnel ordinaire, est que personne, à part une personne peut-être, ne leur présente un avenir dans l'action et un avenir qui donne envie de s'y engager. S'il n'y a pas de désir collectif, si on n'arrive pas à un moment donné à faire renaître un espèce de rêve partagé... Une parenthèse, quelle est cette personne ? Vous avez dit tout le monde sauf cette personne. Voilà, une personne qui présente comme avenir le passé. Et comme le passé, il le regrette, voilà, comme le passé, il le regrette, c'est évidemment assez efficace. Une personne qui dit, ben voilà, on sort de l'Europe, on sort de l'euro, on renvoie les étrangers chez eux. Il faut bien voir que la raison pour laquelle ce discours et cette proposition d'un avenir qui est le passé a un tel succès, c'est que ça n'est pas du tout endigué par un autre avenir plus désirable. Et là, cette carence, cette incapacité à dire aux Français quel est l'avenir pour lequel il est nécessaire qu'ils remontent leurs manches, qu'ils fassent des efforts, je crois que c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où il n'y a pas de projet collectif, où on ne veut pas une chose ensemble, eh bien on s'occupe de soi, on s'occupe de son nombril, on s'occupe effectivement de la répartition de la PAC, on s'occupe de ces nouvelles taxes, etc., etc. C'est une difficulté majeure et c'est une des raisons pour laquelle, pour l'instant, notre pays, mon pays, le vôtre, ne va pas très bien. Vous dites difficulté de le dire, donc ce qui manque aussi, c'est le dialogue qui est rompu. Et c'est ce qui est le plus difficile à reconstituer, le dialogue. Voilà, à partir du moment, si vous voulez, où l'on n'a pas dit aux Français, où vraiment on voulait aller, on leur dit ce qu'il faut faire, mais on ne leur explique pas vraiment pourquoi il faut le faire. On ne leur dit pas, une fois qu'on l'aura fait, quelle serait la France si on réussit. On peut ne pas réussir. Quelle serait la France belle et désirable, que l'on souhaite. Les gens n'ont même pas la possibilité de se dire « ça va pas être coton, ça va être difficile ». Mais vraiment, oui, c'est vrai, ce qu'il nous dit là, si on y arrive, ça serait pas mal. Eh bien, que voulez-vous? Comment voulez-vous véritablement que dans ces conditions-là, ils se mobilisent? Il y a de ce point de vue-là un déficit terrible dans la capacité à marquer ce qu'est la raison d'une action. Donc, on réagit à l'émotion, à des émotions particulières, et on agit trop peu. Je demanderais que le gouvernement se mette à présenter, à dire, à expliquer et à agir. C'est ce que vous dites souvent, hein, Stéphane Rosès, sur ce plateau. Vous me parlez souvent, vous nous parlez de cette vision collective. C'est-à-dire, ce que dit Axel Kahn au travers de son voyage en France, c'est que le pays est morcelé et que du coup, chacun se regarde lui par rapport à l'autre. Or, la façon de s'assembler des Français a toujours été dans une projection. Dire aux Français où on veut les amener. Donc on partage ça. Comme c'est pas fait, ce sont les jacqueries. Alors ce qui est très intéressant avec la réforme fiscale, c'est quoi ? C'est que c'est pas seulement pour calmer ou temporiser un certain nombre de choses. C'est que cette réforme fiscale, elle porte sur les moyens. Ça s'appelle la fiscalité. Mais quand il faudra passer de l'intérêt de tous, parce que pour l'instant, tout le monde trouve ça très bien. Bravo, Jean-Marc Ayrault. Parce que chacun, voilà, ouais. C'est ça où on rejoint ensuite ce que dit Axel Kahn. C'est que pour l'instant, tout le monde dit bravo Ayrault, Hollande. D'accord ? Chacun investit ce qu'il veut.
Mais à un moment, il faudra passer de l'intérêt de tous à l'intérêt général. Et là, ça va obliger le président de la République, pour que tout ça s'encastre dans l'intérêt général, de faire ce que dit Axel Kahn, c'est-à-dire dire où est-ce qu'on va? Parce que la fiscalité, c'est un moyen, c'est pas une fin. Or, nous sommes un pays de la fin et pas des moyens. FIN. Le dit, Axel Kahn a traversé la France. Axel Kahn, je l'ai dit tout à l'heure, est un médecin, un généticien, mais c'est aussi un responsable. Enfin, c'est un politique. Hein. Je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un politique. Vous n'êtes pas encarté, vous dites souvent, mais voilà. Vous avez... Bon, je suis un homme de gauche. Je suis plus de gauche que de droite, si vous voulez. Pourquoi je dis que je suis de gauche? Parce que pour moi, la justice sociale est l'un des buts explicites de l'action publique. Voilà. Et il y a tout de même deux visions générales où la justice sociale va être l'une des conséquences de la prospérité étant le premier but, il ne faut pas trop s'occuper du reste. Moi, je dis que la prospérité est fondamentale, mais l'une des raisons pour laquelle elle est fondamentale est qu'elle est le moyen de permettre la justice sociale, qui est le but ultime. Et en cela, je suis un homme de gauche. Merci. Merci beaucoup Axel Kahn d'avoir été notre invité. Merci Stéphane Rosès de nous avoir accompagnés ce soir. La suite du 22h avec d'abord cette interview à paraître demain dans le Figaro du sénateur maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il annonce officiellement qu'il se représente pour un 4e mandat au municipal de Mars. Sénateur, ancien ministre, maire de Marseille, l'élu se représente donc à l'âge de 74 ans. Et à présent, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Nathalie Guilloire. La chancelière allemande Angela Merkel a cédé. Elle annonce aujourd'hui que son pays va se doter d'un salaire minimum généralisé, une concession sous la pression des sociaux-démocrates avec lesquels elle doit gouverner. En France, la nouvelle a été saluée par le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. On lui promettait les sifflets, pourtant Vincent Peillon a eu le droit à quelques applaudissements. Face au maire de France, le ministre de l'Éducation a pu mener une explication de texte dans un climat apaisé. L'idée comme quoi les choses seraient uniformes sur tout le territoire a été battue en brèche. Nous avons vu, et les maires l'ont bien dit, qu'il y avait beaucoup de souplesse déjà dans ce décret et beaucoup de diversité. La ministre de la Justice avait le sourire aujourd'hui. Elle a d'abord reçu les initiateurs d'une pétition de soutien suite aux attaques racistes dont elle a été la cible. Une pétition signée par 100 000 personnes. Et ce soir, la garde des Sceaux a été désignée femme de l'année par un célèbre magazine féminin. Un moment symbolique. Deux présidents démocrates, Obama et Clinton, se recueillent sur la tombe de Kennedy. La main sur le cœur, ils ont déposé une couronne de fleurs sur la tombe. Ce geste intervient à la veille de l'anniversaire de la mort tragique de JFK, assassiné en 1963 à Dallas. La dernière page du 22h et on se détend un peu comme tous les jeudis. C'est la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette semaine d'actu de notre dessinateur Hervé Baudry. On arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. À suivre, un documentaire consacré au Louvre-Lens, 1 an après son inauguration. Belle soirée à lundi avec plaisir, bien sûr.